Mercredi 13 mars 2024, Dustin Poirier est passé par une phase de dépression suite à sa défaite face à Justin Gaethje. Barberena et Meerschaert se sont confiés à quelques jours de leur combat qui aura lieu ce week-end, je le rappelle. Et on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Alors vous le savez, il y a quelques mois, Dustin Poirier a pris un terrible KO contre Justin Gaethje, c'était un combat pour la BMF. Suite à ça, il a connu un gros épisode de dépression, il a dit que ça avait été très dur mentalement, il s'est fait suivre par un psychologue, il n'avait jamais été comme ça, c'est la première fois que ça lui est arrivé, il a pensé à la retraite plusieurs fois, et petit à petit, il s'est remis les idées à l'endroit, il dit que 2 mois et demi avant son combat contre Benoît Saint-Denis, tout allait mieux, voilà, il était prêt à rattaquer un camp d'entraînement quand même assez particulier, puisqu'il s'est isolé pendant tout le camp d'entraînement, il dit j'ai parlé à quasiment personne, j'ai pas eu mon père au téléphone pendant des semaines, il parlait principalement à sa femme, c'est la première fois qu'il est aussi extrême, mais il sentait qu'il en avait besoin. Et puis concernant la suite de sa carrière, il dit rien d'officiel, je me tiens prêt pour le mois de juin, je serai prêt, on sait qu'il y a peut-être un combat avec Islam Makhachev, j'en ai parlé lundi, donc forcément il va pas cracher sur cette occasion-là. Il a eu une petite blessure à la côte pendant son camp d'entraînement, il dit rien de grave, ça m'a pas empêché de combattre, j'ai même pas consulté de médecin, mais je sens qu'il y a un petit quelque chose, je pense que ça va passer assez vite. Et puis il a parlé à Benoît Saint-Denis à la fin de leur combat, il lui a conseillé d'être très intelligent, de prendre le temps de ménager son corps. Il dit moi quand j'avais son âge, quand j'étais à ce moment-là de ma carrière où je voulais enchaîner, je voulais aller jusqu'au titre, je faisais pas attention à mon corps et ça tu peux le payer cash. Faut prendre soin de ton corps si tu veux aller loin, si tu veux durer dans ce sport. Donc écoutez, espérons que Benoît Saint-Denis suive ses conseils de quelqu'un qui est quand même dans le game depuis un petit moment. Cédric Doumbé, lui, était l'invité d'Ariel Helwani, il est revenu sur son combat de jeudi soir, je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous êtes tous au courant. Alors voilà, concernant le combat en lui-même, il dit que moi d'habitude, il met des KO au premier round, et il savait que là, Baki allait tout faire pour survivre au premier round, parce que c'était sa clé de la réussite, voir ce que Doumbé valait dans les rounds 2 et 3. Il dit du coup, je trouve qu'il a un peu évité le combat, il a fait que chercher le takedown, il n'est pas vraiment venu combattre. Bon ça, je pense que c'est une façon pour lui de vendre la revanche, de faire un petit peu de trash talk, parce qu'en vérité, on peut pas reprocher à Baki de ne pas s'être planté les pieds au centre de la cage et d'avoir envoyé contre Doumbé. Tu sais que le mec c'est sa spécialité, il cherche que ça, c'est un combat de MMA, c'est pas de la bagarre de rue, donc forcément il a fait quelque chose d'assez intelligent Baki, en tout cas moi je trouve. Et Doumbé explique qu'au deuxième round il s'est senti mieux, au troisième round encore mieux. Il voulait ce KO, mais il voulait être patient, il sentait que ça allait venir, il cherchait le bon moment, et puis il dit qu'il aimerait avoir sa revanche, peut-être au mois de mai à Bercy, puisque le PFL aurait déjà booké la salle, donc pourquoi pas, je pense que c'est jouable. Il aimerait bien faire un combat de 5 rounds, et puis surtout il a fait appel de sa défaite contre Baki, il voudrait que ce soit tourné en no contest, et il a dit qu'il voulait arriver dans la cage, à la base, dans la salle, avec une ambulance, une civière et Eric et Ramsey, petit clin d'œil à la série H. Alors je sais que beaucoup trouvent que Doumbé en fait un petit peu trop avec la provocation, qu'il est parfois un peu vulgaire. Moi, personnellement, le clin d'œil à H, ça m'aurait fait beaucoup rire, on met tout le reste de côté, mais franchement, ça aurait été plutôt intelligent de sa part. Et puis le plan en cas de victoire, c'était tout de suite d'aller prendre le champion, Jackson, puisque Jackson l'a appelé il y a quelques semaines, je vous le rappelle. Et bien alors certains penseront qu'il aurait grillé les étapes, je suis d'accord avec vous, mais au moins on aurait su, au moins il aurait eu le champion, et là on aurait su ce que ça donne. Peut-être que ce n'est que partie remise, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Ce week-end, il y a le combat entre Barberena et Meerschaert. Alors je vais commencer par vous parler de Barberena qui a lancé sa marque de rhum. Voilà, il lance un rhum. On sait Barberena, je pense pas qu'il ait fait des millions dans sa carrière, donc il prévoit la retraite. Il a aussi une ferme chez lui avec des animaux, des légumes, etc. Un peu comme Mitchell, un peu comme O'Malley, tous ces gars-là se lancent. Alors vous savez que moi je pense que quand tu commences à avoir trop d'activités en dehors de la cage, ça devient peut-être un peu dangereux, mais voilà, il est à un âge avancé, il a fait quelques guerres dans la cage, donc forcément il pense à la suite. Concernant son dernier fight, il a dit qu'il n'était pas content du tout de ce qu'il avait fait, c'était son premier combat chez les poids moyens. Il dit moi j'ai pas juste envie de venir maintenant et de me battre, voilà lui il aime bien la bagarre, il dit il faut que je passe à autre chose, il faut que je sois plus patient, seule la victoire compte, et ça je l'ai beaucoup compris dans mon dernier combat. À la fin du combat il a été voir son adversaire, il lui a dit ah, moi je pensais qu'on allait aller au centre de la cage et puis qu'on allait y aller, et son adversaire lui a dit ouais mais tu comprends, c'est du business, et moi seule la victoire compte pour moi, et il dit avoir beaucoup appris de ça, donc j'ai envie de vous dire, vaut mieux le comprendre tard que jamais dans sa carrière. Son prochain combat, forcément, il affronte un gros grappleur expérimenté, donc il se doute que les choses vont très certainement se passer au sol, en tout cas son adversaire va essayer de l'y amener. Il a ouvert son propre gym, il explique que ça lui a redonné goût à l'entraînement, il y amène des sparring, il s'entraîne aussi à l'American Top Team en Caroline du Nord, donc c'est une antenne de l'American Top Team, il y en a un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Il dit voilà, je rencontre des gars là-bas, je leur propose de venir s'entraîner avec moi, ils me disent oui, ils me disent non, mais au moins ça me construit mon gym, et puis moi ça me fait très plaisir.
Donc voilà, beaucoup d'activités en dehors de la cage. S'il dit qu'avoir créé sa propre salle, ça lui redonne le goût de l'entraînement, eh bien écoutez, pourquoi pas, il en a un stade de sa carrière où on sait qu'il sera pas champion, il peut peut-être encore nous offrir de belles choses dans l'octogone, donc espérons que tout aille bien pour lui. Concernant son adversaire, son dernier combat date du mois d'août dernier. Il explique que lui, il aime bien être très actif, il voulait combattre, mais il avait beaucoup de partenaires d'entraînement qui avaient des grosses échéances qui arrivaient. Du coup, il s'est concentré sur eux, il a voulu les aider. Il a aussi fait du grappling contre Greg Jones, qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même quelqu'un au sol. Il explique que si tout va bien pour lui, il aimerait faire encore 3 combats en 2024. Voilà, c'est quelqu'un qui aimait être actif. Et puis concernant son combat à venir, il dit il n'y a pas de secret. Tout le monde sait que moi je vais essayer d'aller au sol, que lui il va essayer de rester debout, mais la petite différence c'est que moi je peux faire la différence debout alors que je pense que mon adversaire n'arrivera pas à faire la différence au sol. Et il dit si vous regardez tous mes combats, j'amène pas souvent le combattant adverse au sol, souvent je le touche debout, il tombe et là je vais le finir au sol. Donc c'est aussi le plan pour cette fois-ci. Il est sur 2 défaites de suite, son adversaire est sur 3 défaites de suite. Donc ça peut peut-être être un combat pour ne pas tomber dans les enfers, j'ai envie de dire. Et puis il s'entraîne à Kill Cliff, donc on sait cette grosse salle en Floride. Il aime parce qu'il y a beaucoup de sparring partners différents, il y a beaucoup de variétés. Et puis il est fier de ne jamais avoir raté le poids en tant d'années à l'UFC. Il a aussi toujours été underdog, quasiment. Il dit du coup si vous avez misé 100 $ sur moi depuis le début de ma carrière, vous êtes gagnant. Donc je sais pas si on a beaucoup qui ont fait ça parce que c'est pas l'assurance tout risque, mais c'est toujours intéressant à savoir. On a Herzeg qui a battu Schnell il y a quelques semaines, il est revenu là-dessus. Il expliquait qu'il était très surpris de la vitesse à laquelle il a monté dans les rankings. Il dit moi je prends les opportunités quand elles s'offrent à moi. Quand je suis arrivé à l'UFC, je pensais qu'on allait essayer de me construire un petit peu, de me donner des mecs hors classement, mais très rapidement je suis rentré dans le top 15 puis le top 10. Je suis très content de ça. Le journaliste lui dit hey, t'as vu, il y a même des journalistes qui parlent de toi pour le prochain combat pour le titre contre Pantoja. Il dit écoute, moi si je suis réaliste, je pense que j'ai besoin d'encore un combat pour y arriver. Il parle de Royval et de Moreno. Il dit maintenant si on me donne ma chance, je vais la saisir. Le but c'est d'être champion le plus rapidement possible et je vais certainement pas cracher sur l'opportunité. Il dit surtout que tout en haut de la catégorie, il y a des mecs qui sont blessés, il y a des mecs qui viennent de combattre, on sait pas trop ce qui va se passer. Donc ça peut me profiter et je vais pas laisser passer ma chance. Il sait qu'il y a Mokaev qui est très bien placé pour avoir son combat pour le titre. Il estime qu'il doit encore progresser. Il dit surtout au niveau du cardio. Dès que le cardio baisse, ses entrées en lutte sont ultra téléphonées. Et moi, si on devait s'affronter, je saurais en tirer profit. Donc encore une fois, l'avenir nous le dira. Il y a eu quelque chose d'assez drôle ce week-end à l'UFC 299, c'est que Ben Askren a tweeté, juste pour vous rappeler quelque chose, Petroyan a battu Sean O'Malley, les juges l'ont volé. Et Sean O'Malley a répondu, juste pour te rappeler, Jake Paul t'a mis KO. Et ça m'a fait beaucoup rire. Toujours à l'UFC 299, Jack Della Maddalena, vous le savez, a battu Gilbert Burns par KO. Faut savoir qu'il s'était cassé le bras quelques minutes avant, dans le début du combat apparemment. Voilà, on a la radio qui passe un peu sur les réseaux sociaux, donc très très fort de sa part. Dans les early prélims, on avait aussi Robelis Depeigne, vous savez, ce Cubain qui vient d'arriver à l'UFC, poids lourd, champion de taekwondo. Il a remporté son combat super rapidement, honnêtement, il n'y a pas eu match, il l'a touché rapidement. En quelques secondes, c'était balayé. Valait mieux réussir qu'échouer parce qu'on avait parlé de lui un petit peu. Il y a une très très légère hype autour de son nom, mais voilà, un poids lourd qui vient du taekwondo, c'est toujours intriguant. Donc j'ai hâte de voir la suite pour lui. Conor McGregor, son remake de Roadhouse va sortir fin mars, là, le 20 et quelques, sur Amazon Prime. Du coup, il fait un peu la tournée médiatique. Et on lui a demandé s'il comptait faire d'autres films, s'il comptait un peu s'engager à Hollywood. Et il dit, bah écoutez, déjà, je vais revenir au MMA. J'aimerais faire 2 combats avant la fin de l'année. Donc ça se confirme. Il en parle même à des gens qui sont pas barrés dans les MMA. Il parle de ça à des journalistes de cinéma, à des acteurs. Donc pourquoi pas. Benoît Saint-Denis, même s'il a perdu, il est quand même monté dans les classements. Il est classé 11 maintenant. Donc comme quoi l'UFC l'a à la bonne, comme on dit souvent. Et puis Jack Della Maddalena, lui, il est classé 5, il est monté. Ça a fait descendre Gilbert Burns, il lui est passé juste devant. Gilbert Burns, c'est 6 maintenant. Et Covington est monté, il est aussi classé 4. Et il y a des gens sur les réseaux qui disent « Ouais, Covington, c'est le grand gagnant du week-end. » Bon, écoutez, je sais pas. Un combat entre les deux, ça pourrait être cool. Maintenant, Covington, il a une sacrée lutte. Un peu plus agressif quand il est dans les bons jours, je parle pas de son combat contre Leon Edwards bien sûr, mais ça pourrait être intéressant pour Maddalena, puis si Maddalena venait à le battre, bon bah Covington là on saurait que c'est terminé, c'est sûr et certain. Je voulais vous parler de la carte de l'UFC 300, ça y est, l'ordre des combats semble être officiel apparemment, et le combat qui va ouvrir la carte c'est Renato Moicano contre Jalin Turner dans les prélims, ensuite on aura Bobby Green contre Jim Miller, enfin, je vous affiche la carte.
Et surtout, c'est que Cody Brundage contre Bonical est en carte principale, c'est vraiment un truc de fou. L'UFC pousse à fond derrière Bonical. Moi, je pensais qu'il allait ouvrir les prélims, et finalement, non, il est sur la main carte. Après Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, franchement, l'UFC mise à fond sur lui. S'il venait à s'incliner lourdement, même ne serait-ce que s'incliner, ça serait un peu compliqué pour la suite. On a Demetrius Johnson, légende des sports de combat, légende du MMA, qui a donné son avis sur Anthony Joshua contre Ngannou en MMA. Je suis pas forcément d'accord avec lui, il pense que Joshua pourrait battre Ngannou en MMA. Il dit ouais, je pense que ça se passerait debout et qu'en gros Joshua lui ferait la même chose que ce qu'il lui a fait en boxe anglaise, sauf si Francis Ngannou change un peu son jeu et décide d'aller au clinch et de lutter. Moi je pense que ça me semble logique, hein. Francis Ngannou essaierait d'aller au clinch contre Anthony Joshua. Après c'est sûr, si tu fais un combat de boxe avec des mitaines, est-ce que ça changerait les choses? Je suis pas sûr, mais là ce serait du MMA, et je pense que Francis Ngannou lui plongerait dans les jambes assez rapidement, ne serait-ce que les low kicks, il va lui détruire les cuisses avec les low kicks. Alors je comprends pas trop la sortie de Demetrius Johnson. On va passer à de l'annonce de combat maintenant et de la rumeur de combat dans un potentiel affrontement entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. O'Malley ne serait pas favori, serait l'underdog à plus 125 et Merab Dvalishvili à moins 160 serait le favori. Cory Sandhagen et Umar Nurmagomedov veulent vraiment y aller. Hein. Cory Sandhagen lui a dit tu veux affronter des adversaires haut classés, bah vas-y, choisis ta date, choisis le lieu, et non, choisis ta date, et puis moi j'y vais, on peut se faire ça à l'International Fight Week au mois de juin. Et Umar Nurmagomedov lui répond vas-y, envoie-moi le lieu. Donc ça c'est la fameuse phrase de Khabib, hein, just send me location. On connaît l'histoire. Johnny Walker est à la recherche d'un adversaire, il a cité Volkanos Demir et Jan Blachowicz ou pourquoi pas des poids lourds, et Volkanos Demir lui a dit vas-y, moi j'aimerais beaucoup t'affronter, c'est parti Johnny Walker. Ça ferait un très beau combat. On a Grant Dawson qui revient suite à sa défaite par KO contre Bobby Green. Moi Dawson, je pense qu'il peut faire un petit quelque chose dans la catégorie. J'avais été surpris de sa défaite contre Bobby Green, et là il revient contre Solecki le 1er juin, apparemment ce sera à l'UFC 302. Espérons qu'il se remette dans le sens de la marche. Anthony Smith, alors là c'est une rumeur, devrait affronter l'invaincu Vitor Petrino à l'UFC 301 à Rio, donc chez Petrino. Franchement Anthony Smith ça commence à faire peur, il prend que des tueurs, les résultats ne suivent pas vraiment, j'ai peur qu'il fasse une terrible fin de carrière, je dirais pas un peu à la façon d'Anthony Ferguson, mais il y a un petit parallèle à faire entre les deux. Vous le savez, Valentina Shevchenko et Alexandra Grasso vont coacher la saison du TUF, donc il va y avoir un combat entre les deux à la fin. Et Valentina Shevchenko n'est pas très chaude pour aller l'affronter à la Sphère le jour de l'indépendance du Mexique. Ok, peut-être, mais elle a expliqué que c'était le temps de faire quelque chose au Kyrgyzstan. Elle vient de là-bas, je vois pas l'UFC aller au Kyrgyzstan. Et puis je pense qu'elle est pas trop en mesure de négocier quoi que ce soit. Je crois que Dana White veut une ceinture à la Sphère, il avait déjà parlé de Grasso, donc à mon avis c'est cuit pour elle, les choses sont déjà faites. Et puis maintenant, Nathaniel Wood et Alex Caceres qui vont s'affronter en grappling au Polaris 27. Polaris, c'est assez connu, il y a beaucoup de combats de grappling. T'as des mecs du grappling qui viennent affronter des mecs de MMA, des mecs du MMA qui s'affrontent entre eux. Donc voilà, les deux, ça fait un petit moment qu'on les a vus dans la cage, hein, si je dis pas de bêtises. Ils vont s'affronter en grappling, toujours intéressant à suivre. Et puis on conclut avec Mark Coleman, hein, la légende de l'UFC, le Hall of Famer, qui se retrouve à l'hôpital malheureusement. La maison de ses parents a pris feu, il a foncé dans la maison pour sauver ses parents. Il a réussi, mais il a inhalé beaucoup de fumée, et du coup il se retrouve entubé à l'hôpital. J'ai vu les photos sur les réseaux, ça fait pas plaisir à voir. Espérons qu'il s'en sorte. Et écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est votre moment avec la minute auditeur. Et alors vous avez été nombreux à me dire que je parlais d'Abdouragimov la fois dernière, que peut-être il pourrait descendre en 70 kg, c'est un auditeur qui disait ça, et il y en a beaucoup qui me disent ouais mais c'est déjà dans les tuyaux, on en a déjà entendu parler, hein. Il y en a notamment Hughes qui me dit Clément Marco, le coach d'Abdoul, souhaiterait qu'il descende chez les 70, et puis Razat de Ghoul qui dit à la base, quand Abdoul était agent libre, il devait signer à l'UFC en 70 kg, il voulait signer à l'UFC, pardon. Ils ont même fait un cutting test avec Marcou, mais quand il a signé au PFL, le deal dont Marcou parlait, c'était PFL Paris 1 en 77 kg, puis ensuite intégrer le tournoi du PFL 2024 chez les 70 kg, mais les plans ont changé, affaire à suivre. Bah, écoutez les gars, merci pour l'information. J'ai Cloak Lereko qui me dit Zhang, le boxeur de boxe anglaise, hein, qui a combattu samedi soir sur la même carte que Ngannou Joshua, Zhang était le même que dans son dernier combat, la seule différence c'est que le combat est allé au 4e round. Sur 5 rounds je pense qu'il prend tout le monde, mais après son cardio fait défaut. Dommage qu'il ait percé aux yeux du grand public si tard, ça aurait été intéressant de le voir taper des top 10 avant ses 38 ans, je suis d'accord avec toi. Moi je suis la boxe anglaise de très loin, j'en parle dans l'émission parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, je donne surtout les résultats, mais moi c'est un combattant, j'aime son style, mais c'est vrai qu'il a déjà 40 ans, et puis avant ça j'en avais pas vraiment entendu parler. Il y a Chacha Delacroix qui me dit ce qui est sûr c'est que Dustin Poirier pendant ce combat, et contrairement à d'habitude, n'a pas eu le temps de remettre son shirt ou ses cheveux. C'est vrai qu'il a ce toc là, hier je parlais des tocs de Tuivasa qui touchent tout le temps son shirt.
Dustin Poirier, c'est pareil, il a tout le temps ce toc de se recoiffer, toucher son shirt, il fait ça tout le temps. Et c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais on l'a pas vu faire ça samedi soir. Ensuite, il y a Adrien qui me dit le MMA français et francophone avec Ngannou a vraiment passé une semaine pourrie. J'espère que BSD et Francis vont se remettre et bien rebondir dans leur carrière respective, y compris en boxe anglaise pour Ngannou, et nous régaler cette année malgré ces 2 défaites assez difficiles. Chez les Batam, hormis Merab qui mérite clairement son title shot, je verrais bien un Cory Sandhagen face à O'Malley, ne serait-ce que pour le fait qu'il fasse la même taille, ça peut vraiment être sympa, ça c'est sûr. Et le PFL, plus qu'une cata avec cette fameuse speakering qui n'a rien à faire ici et qui j'espère va pointer à Pôle emploi très bientôt. Enfin, France travaille maintenant. Et oui, très dommage qu'il n'y ait pas eu l'écoute, ça enlève des armes du MMA et de l'intérêt aussi, continue comme ça. Merci beaucoup, ouais non mais t'as raison, t'as bien résumé. Moi aussi je verrais bien Cory Sandhagen affronter O'Malley. Maintenant, je trouve que Merab mérite quand même. Sandhagen, il revient de blessure. Et puis pour le PFL, bah ouais, c'était pas top l'histoire de la speakerine. On va pas refaire l'histoire, mais j'ai pas trop compris le délire. Et puis après ça, j'ai Jinkoa d'Autriche qui me dit. C'est concernant la vidéo d'hier de Tai Tuivasa. Il me dit on va voir comment va être Tai Tuivasa ce week-end, mais j'ai l'impression que sa défaite par KO face à Pavlovich a cassé quelque chose en lui. Pour moi, il a fait l'erreur de revenir trop vite après la raclée qu'il s'est mangé contre Gane. Je suis d'accord avec toi, il avait pris beaucoup de coups, il est revenu trop vite. Pourtant, tu vois, il avait perdu contre Gane, mais il l'avait droppé. La foule était derrière lui, il avait quand même eu son moment, tu vois, c'était pas non plus ultra décourageant pour lui. Et je souhaite au Maori de rebondir, surtout que Tibura reste également sur une défaite par KO. Mais ce qu'il a subi contre Volkov, bien que le russe soit très compliqué à manœuvrer, ne me rassure pas du tout quant à son état général. Il semble avoir perdu beaucoup de points de vie. Mais ouais, c'est clair, tu fais que des guerres, puis bah, il est quand même assez limité, il vient pas trop lutter. Des fois, il vient te pousser contre le grillage, mais il prend quand même beaucoup de coups. On l'a vu contre Volkov. Quand il tombe contre un mec qui maîtrise bien le pied-point, il prend rapidement l'eau. Quand il tombe contre un mec qui a des bons déplacements, c'est compliqué aussi. Donc non, c'est pas si facile que ça pour Tai Tuivasa dernièrement. En fait, ce qu'il nous faut pour nous fans, c'est un mec comme lui qui est dans le centre de la cage, qui envoie des parpaings, et le premier qui touche tombe, un peu comme quand il avait affronté Hardy, c'était plutôt cool à regarder. Mais pour son cerveau, par contre, c'est pas la meilleure des solutions. SS Lazio qui me dit moi j'ai toujours aimé les profils comme lui, donc Tai Tuivasa ou Mark Hunt ou encore Roy Nelson. Ça, pour ceux qui connaissent pas, bon, Mark Hunt il est un peu plus connu, mais Roy Nelson, un physique d'obèse, un overhand de folie. Franchement, allez voir si vous voulez, c'était très très drôle à regarder à cette époque là. Écoutez, c'était une vidéo plutôt bien, on a fait 15 minutes, il y avait de l'actualité, il m'en reste encore pour la prochaine, demain ou vendredi. Il y aura peut-être un petit épisode spécial d'ici là sur un combattant assez méconnu. On verra ce que ça donne, mais je vous remercie d'avoir suivi. Pensez à liker, à commenter, à en parler autour de vous, c'est la meilleure pub que vous puissiez me faire. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!